sous couvert de parler franc, de parler vrai, de parler simple. Vous le faites très bien, vous êtes un très bon communicant. Vous avez totalement dépassé la ligne qui sépare le candidat démocrate républicain du populiste, j'ose vous le dire en fait. En témoigne le dialogue idéologique que vous faites aux électeurs la drague idéologique que vous faites aux électeurs de M. Le Pen. Donc ma question est donc la suivante. Qu'entendez-vous réellement par ce merveilleux concept de France qui travaille, hein? Est-ce que vous sous-entendez par là qu'il existe une France d'assistés, une France de profiteurs, de glandeurs? Souhaitez-vous être, en plus du candidat de la peur, le candidat d'une France divisée? Et accessoirement, on m'a volé mon scooter et j'ai réussi à arracher au criminel un poil de fesse, et donc je voudrais savoir si vous pouviez me le retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il s'appelle Jérôme Monod, mais vous avez remarqué que ce n'est pas le fondateur de l'UMP. Hein. Oui, bien sûr. D'abord, c'est tout à fait son droit de parler comme ça, et on est en démocratie. Et si je ne voulais avoir que des questions agréables, je ne serais pas venu, et donc ça ne me choque en rien. Je vais donc vous répondre aussi fermement, mais avec une courtoisie républicaine. D'abord, je ne comprends pas cet argument. Pour vous, quelqu'un qui a voté pour le Front National, c'est un mauvais Français. Il faut qu'on ne lui touche plus la main. C'est-à-dire qu'il faut faire une pancarte pour ce programme en disant il a voté pour que ceux qui ont voté une fois pour le Front National ne regardent pas la télévision. Pour moi, c'est pas ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le but c'est de le tirer vers le haut, de le tirer dans le droit chemin, pas de tirer votre programme vers le programme du Front National, mais de faire l'inverse justement. Alors, c'est déjà bien, on a un point d'accord. Rendez-vous compte, c'était pas gagné. Hein? Parti comme vous étiez parti. Alors, donc vous êtes bien d'accord que j'ai le droit de leur parler. Parce que comment on fait revenir vers le camp républicain des gens qui sont partis? Ils sont partis pourquoi? Vous n'êtes pas posé la question? Parce qu'ils souffraient. Et ça ne sert à rien de les culpabiliser. Surtout quand on souffre moins qu'eux. Voter pour Le Pen, c'est un acte de désespérance. Deuxième remarque. Pas une fois en 30 ans de vie politique. Pas une fois. Je n'ai pas défendu une idée qui n'était pas profondément républicaine. Je suis le premier homme politique de droite à dire qu'il faut une immigration choisie. Mais je vous dis aussi une chose avec la plus grande force. Personne n'est obligé d'habiter en France. Et quand on habite en France, on aime la France et on la respecte. Je vous dis... La France, on l'aime ou on la quitte, la France, on l'aime, on la respecte. Ça, je veux bien, mais vous savez très bien que ce genre de phrase simple qui tape à l'oreille... Elle n'est pas simple, elle est juste. Comme penser chez les gens simples. Vous savez très bien que ça rend raciste, ce genre de petites phrases. Réfléchissez un peu aux phrases que vous dites. Ce qui rend raciste, monsieur, c'est cette espèce... La France, on l'aime ou on la quitte, c'est proche. Non, monsieur. C'est quand même très simplificateur, non? Si Le Pen dit « le soleil est jaune », je ne vais pas être obligé d'arriver en prétendant qu'il est bleu. Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame. On n'est pas polygame. On n'est pas polygame. On ne pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Et on respecte les règles républicaines. Exemple, ça va beaucoup plaire à beaucoup de gens. C'est pas... Non, monsieur. C'est honteux. Mais même monsieur, de la religion musulmane, peut-être, attendez. Je suis d'origine algérienne et je suis musulmane et je me sens insultée, complètement. Ben vous avez tort. Complètement. Vous avez tort. Et moi, je voulais parler aussi de... D'abord, pour moi, les musulmans sont des Français. Et je ne parle pas, monsieur, à votre différence, je ne parle pas aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans. Et j'ajoute, monsieur, que nous avons le droit, nous les Français, de dire pour notre pays, comme les Américains le disent pour le leur, comme les Espagnols le disent pour le leur, nous avons le droit de choisir de qui est le bienvenu sur notre territoire et de qui n'est pas le bienvenu. Et ceux qui font pour le racisme, c'est ceux qui, avec la générosité, et je ne conteste pas votre générosité, ne se rendent pas compte que ce discours de bonne conscience a conduit la France, et ça devrait vous faire réfléchir, depuis 30 ans, à avoir l'extrême droite la plus forte d'Europe. Quand on voit toutes ces bonnes consciences expliquer qu'il faut régulariser tout le monde, à l'arrivée, on excite les pulsions racistes. Et si M. Le Pen, aujourd'hui, ne tient pas le haut du pavé, ce n'est pas parce que vous manifestez à quelques-uns, c'est simplement parce que la droite républicaine fait son travail. Je n'ai jamais été raciste.
Je n'ai jamais partagé aucune des idées de Jean-Marie Le Pen. Et j'ai été celui j'ai affronté Le Pen. Vous servez des idées racistes pour arriver à vos fins. Et ça, c'est dangereux. Et si Le Pen arrive au second tour, il ne faudra pas vous étonner. Excusez-moi, attendez, je vais dire. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je suis l'homme politique qui est le plus débattu avec Jean-Marie Le Pen. Et permettez-moi de vous dire que si vous ne voulez pas que dans nos quartiers, il y ait tant de gens qui votent pour Le Pen, ils votent pour Le Pen pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous autres, les responsables politiques républicains, on ne parle pas de leurs problèmes. On ne s'occupe pas d'eux. Et qu'est-ce qui fait peut-être ma différence depuis tant d'années, où je m'occupe de la sécurité des Français? C'est qu'il y a un certain nombre de gens très modestes qui se disent « Enfin, il y en a un qui peut-être nous a compris et qui tient ses engagements. » Alors je n'accepte pas d'être traité de raciste Nicolas Sarkozy. Parce que c'est faux, parce que c'est injuste. Mademoiselle, puis madame. Mademoiselle. Je trouve qu'à l'instant, bonjour Monsieur Sarkozy, Ayette de Lille, donc comme je l'expliquais, je suis d'origine algérienne et pratiquante, musulmane, mais je ne pense pas être différente de mes voisins. Et je voulais vous dire que rien que le propos que vous venez de tenir sur les moutons, c'est déjà, ça c'est un propos raciste pour moi. Et il y a eu certaines personnes qui ont eu l'honneur d'applaudir, et ça me choque. Ça me choque énormément. C'est très bien qu'il y ait une réglementation, ça se passe plus de cette façon, on a des abattoirs, on est civilisé. Voilà, donc l'histoire du mouton, ça me rappelle Brigitte Bardot qui franchement n'a pas des idées vraiment tolérables à mes yeux. Moi je voulais également parler de la France aimez-la ou quittez-la. On peut parler de votre ami Johnny Hallyday qui soutenait votre candidature et qui est parti pour justement un problème d'impôt. Lui, il se plaignait de vivre, enfin tout au moins qu'on lui prenait un peu trop de ses revenus. Alors que franchement, vivre avec ce qui lui reste, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Alors, et puis, non, je veux... Répondez après, je donnerai la parole à madame. Si vous me le permettez, je veux répondre à cette question. Je pense qu'il n'y a pas eu un ministre de l'Intérieur qui ait fait davantage pour les musulmans de France que moi, madame. En créant le CFCM, en indiquant qu'il n'y avait aucun amalgame à faire entre l'islam et les extrémistes, en demandant pour les musulmans le droit de prier non pas dans des caves et des garages, mais dans des mosquées, et en indiquant que l'islam de France, que je souhaite, à la différence de l'islam en France, que je ne souhaite pas, était devenu... Excusez-moi, sur le culte musulman. Je veux terminer. Excusez-moi, déjà rien que là, vous avez traité pour moi les musulmans déjà d'une façon différente, parce qu'en fait les Marocains sont majoritaires dans le culte musulman et vous avez mis un Algérien, je suis algérienne, c'est pas le problème, mais vous avez mis un Algérien à la tête du culte musulman. Déjà je trouve que c'est pas normal. Nous, pourquoi on n'a pas le droit aussi à une démocratie dans notre propre culte musulman? Madame, d'abord, Dalil Boubaker n'est pas un Algérien, c'est un Français. Et vous n'êtes pas une Marocaine ou une Algérienne. Vous êtes une Française. Je suis en train de vous dire qu'il y a une majorité quand même et qu'on a mis à la tête du culte musulman une personne qui ne faisait pas partie de la majorité. Madame, il y a 1290 mosquées qui ont voté et Dalil Boubaker est un Français. À mes yeux, vous n'êtes pas une Algérienne et je ne suis pas un Hongrois. Malheureusement, voilà. Le regard des autres me fait rappeler que je suis algérienne au niveau du travail, au niveau du logement. Donc malheureusement, moi je me considère et je reviens à mes origines. Madame, parce qu'on me le rejette. Un noir, on lui rejette également sa couleur de peau. Et une personne qui est issue, moi j'ai des parents algériens, physiquement je suis pas très typée, mais j'ai un nom et un prénom à consonance étrangère. Donc de toute façon, on me le rappelle. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je me suis battu pour que les musulmans de France aient les mêmes droits que les chrétiens, les juifs ou les protestants, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, madame, que j'ai été tellement attaqué pour avoir nommé un préfet qui s'appelle Aïssa Dermouche. Donc chacun sait bien ce qu'il a à faire, et moi, depuis 5 ans, je n'ai pas à rougir de mon bilan en la matière. Monsieur Sarkozy, la question est un peu bizarre. Je suis à la retraite, j'ai, attends, je me trompe, 790 € par mois pour vivre. Vous ne voulez pas partager de moi, votre vie avec moi pour voir comment ça se passe? Si c'est par affection, pourquoi pas, on peut essayer. En plus que par affection. Encore que je suis pris, mais enfin bon. Moi aussi. Oui, mais vous me faites une proposition. Pas moi. Enfin, pardon, c'est pas pour être désagréable, mais présentant votre question comme vous l'avez présentée, j'ai cru que vous étiez libre, mais j'accepte le fait... je pourrais me libérer pour vous. Bon, écoutez, vraiment... En tout cas, je suis très touché. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut vivre avec 790 €? C'est exactement ça que je voulais vous dire. Est-ce que, sans être indiscret, je peux vous demander, c'est quoi? C'est une pension de reversion? C'est une retraite? Une retraite, après 30 ans de travail. Vous avez été commerçante? Oui. Non, et c'est pas... Je veux que vous compreniez bien. Je vais essayer, dans la mesure de mes connaissances,
de répondre le plus précisément à vos questions. Si je suis président de la République, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? La question de l'amélioration du pouvoir d'achat des petites retraites, Patrick Poivre est centrale. Pour ça, il faut dégager des recettes. D'un côté, on a vous, avec des toutes petites retraites. De l'autre, il y a ce qu'on appelle les retraites des régimes spéciaux, 1 100 000 retraités pour 500 000 cotisants qui n'ont pas été réformés. Je dis donc que ceux qui sont à 37 années et demie de cotisation, on doit les porter à 40 ans, dégager des marges de manœuvre, et les 3 millions de retraités qui ont à peine au-dessus du minimum vieillesse, on doit les augmenter. Oui, Monsieur le Ministre, à nouveau, moi je parle des personnes qui bénéficient encore actuellement au Palais Royal, pour ne pas le citer, d'appartements à des prix dérisoires de loyer, alors que le minimum studio, nous le trouvons à 800, 900 euros et même plus. Et ces personnes-là ne gagnent même pas le SMIC, donc il y a une France à deux vitesses. Je crois que nous sommes tous les maillons de la chaîne et qu'ensemble nous devons donc un petit peu réparer ces inégalités. Voilà ma question. Il y a une question de Jean-Marie aussi sur les salaires des ministres. J'avais cru entendre ça ce matin. Jean-Marie. Question, oui, moi. Oui. Oui. Allez-y, pardon. En juillet 2002, quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous êtes octroyé une hausse de salaire de 70%. Donc je me demandais si vous comptiez faire quelque chose pour le SMIC. Voilà, donc sur ce qu'on appelle les privilèges, Nicolas Sarkozy, je vous laisse répondre. C'est d'abord tout à fait normal. Moi, je veux une république irréprochable. Donc une république irréprochable, c'est une république où on dit les choses. En ce qui me concerne, en tant que ministre de l'Intérieur, je gagne 11 000 euros. Et si je suis mis dehors du gouvernement, ou si je perds les élections, je serai payé pendant 6 mois, et après, terminé. Si vous voulez mon jugement sur ce salaire, je considère que compte tenu de mes responsabilités, je ne vole pas cet argent. Et que pour moi, non, mais j'essaie d'y répondre très simplement, et que pour moi, je considère qu'une grosse rémunération, quand il y a un grand risque, c'est normal. Ce que je n'accepte pas, c'est les golden parachutes, c'est-à-dire celui qui s'octroie des gros salaires et qui, en cas d'échec, a une grosse indemnité. En cas d'échec, je n'ai pas d'indemnité. Deuxièmement, sur les appartements de fonction. Je voudrais dire que la procédure actuelle est excessive. Tous les ministres n'ont pas besoin d'un appartement de fonction. Qu'est-ce qui a besoin d'un appartement de fonction? Les ministres qui peuvent être appelés de jour et de nuit parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je pense au ministre des Transports, je pense au ministre de la Défense, je pense au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas parce que je le suis. Mais vous imaginez bien que pour moi, les nuits sont aussi chargées que les journées et que le samedi-dimanche, c'est des moments particulièrement intenses pour le ministre de l'Intérieur, pareil pour le 31 décembre ou le 24 décembre.